Eh bien le bonjour au soir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo qui sent bon la magie de Noël et de Disney. Bon, qui sent plus la magie de Noël, mais là n'est pas la question. Et comme promis et annoncé, voici le bilan des Remake Live Disney. Cette vidéo est la suite des Remake Live Disney sortie en mars 2019 sur cette chaîne. Et vous devez la visionner avant d'aller plus loin parce que je vais pas revenir sur toutes les notions et analyses expliquées dans cette étude approfondie sur le phénomène pas si récent des Remake Live faits par Disney. Et je vais arrêter de danser parce que ça va vite me fatiguer cette histoire. Bref, dans le catalogue Disney de cette année 2019, on dénombre pas moins de 5 Remake Live, à savoir dans l'ordre de sortie, Dumbo par Tim Burton, Aladdin de Guy Ritchie, Le Roi Lion de Jon Favreau, Maléfique le pouvoir du mal par Joaquin Phoenix, et enfin disponible sur la plateforme Disney+, La Belle et le Clochard de Charlie Bean. Et ironiquement, j'ai déjà fait 2 vidéos critiques, sur Aladdin et sur Le Roi Lion, et j'en ai profité pour un peu parler du Dumbo par Burton. Donc si vous voulez un avis plus détaillé, bah regardez ces vidéos. Faites-moi ce plaisir, c'est Noël. Mais parce que c'est Noël et que ça ravivera les souvenirs de beaucoup d'entre vous, et pour faire un peu comme dans la première vidéo, et pour amener un petit côté nostalgique, on va revenir en arrière et analyser tout ça. Jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Alors, sur ces 5 remakes live, on dénombre un faux remake, un remake à moitié et 3 remakes fidèles. Et comme dit dans la première vidéo, les bons ou mauvais films ne sont pas forcément là où on les attend, et qu'il faut prendre ça au cas par cas. Mais je suis embêté. Parce qu'à l'exception d'Aladdin, le reste des remakes live est très franchement oubliable, voire plus que moyen. Là où Aladdin avait su tirer son épingle du jeu en retravaillant certains points de l'original pour lui apporter de nouvelles significations tout en restant fidèle. Une réalisation travaillée. Non, sans rire, c'est le seul à avoir fait un plan séquence pour introduire les fonctions et les caractères des personnages. Si ça, c'est pas faire de la mise en scène, le tout avec une bonne direction artistique, sauf pour certains points, de bons personnages, sauf eux. Guy Ritchie avait quand même réussi à retransmettre la magie de certaines scènes grâce à des reprises plus fouillées et épiques dans les musiques. Sauf une hors-sujet, mais je vais pas y revenir. Bon, tout ça, ça en fait pas un très grand film. Pas nécessaire, mais qui a au moins le mérite d'être divertissant, entraînant, joli, bien écrit et bien joué. Et je maintiens toujours que le génie Will Smith était excellent et drôle. Et la foule est en délire. Oh, le génie. Le génie pète le feu, les amis. Oui, mais pourquoi c'est drôle? C'est drôle parce qu'il y a l'énergie, le décalage et la loufoquerie du personnage qui éclatent au bon moment dans le film. Je sais bien qu'on n'a pas tous le même humour, mais c'est un gag qui est totalement dans l'esprit du génie du dessin animé. Le même qui faisait ça. Gloire à notre illustre héros. Situation vraie, c'est dramatique. On crée un personnage en décalage et c'est un cul un mouton. Mais bref, là où Aladdin 2019 avait certes des défauts, ses nombreuses qualités rendent le film plus que correct et notable. Là où les autres remakes par contre ne peuvent pas jouir du même constat. Le Dumbo par Tim Burton souffre d'une écriture assez mal pensée. Oui, c'est bien beau de créer un personnage et un univers qui se veut la caricature de Disney, mais quand dans ton film tu montres plusieurs fois le produit marketing des peluches Dumbo qui existe vraiment, c'est pas un peu une fausse critique, non? Au moins dans Jurassic Park, cet aspect-là était vraiment ironique pour le coup. Et c'est bien beau de mettre 2 enfants dans ton histoire, mais s'ils sont creux et juste caractérisés pour leur hobby, le cirque pour l'un et les sciences pour l'autre, et qui n'amènent pas grand chose dans le récit, autant se contenter du père, non? Le père qui revient de la guerre, qui a un bras en moins, père qui aurait pu se retrouver en Dumbo vu qu'ils partagent tous les deux un handicap physique et qui sont donc des marginaux à cause de ça. C'est dommage de pas en avoir profité et d'avoir fait un vrai travail de scénariste, quoi. Et puis visuellement c'est terne, à part la séquence des éléphants roses comme j'ai déjà dit, mais tout sans les FX, y a aucune âme qui se dégage de l'imagerie, et en termes de réalisation, c'est correct. Au moins quand ils veulent créer des émotions, bah ils essayent d'avoir des cadres et des plans justifiés à l'histoire au moins. Hein, n'est-ce pas le Roi Lion? Pardon, je vais pas revenir dessus, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui détaille assez bien ma pensée sur ce film, sur l'avant, le pendant et l'après-visionnage, mais grosso modo, oui, c'est très beau, et c'est juste fou. C'est limite si Disney n'a pas fait son Avatar à lui. La performance et de la motion capture en moins, bon c'est très con ce que je dis, mais ça reste impressionnant quand on sait que 99% du plan du film sont en images de synthèse. S'il gagne l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, ça il l'aura pas volé. Ouais, on y croit,
Regardez ce travail sur les textures de peau, les décors, la luminosité, c'est détaillé, contrasté, c'est très réaliste. C'est même trop réaliste. Déjà que c'est pas aidé par une réalisation assez plate alors que les mecs tournaient leurs plans en temps réel. Ouais, quand tu vois tous leurs moyens, tout leur budget, toute leur logistique, c'est assez ironique de voir à quel point tout est plat. Quand tu vois ce que Spielberg a fait avec son Tintin, c'est d'autant plus absurde alors que la technologie s'est améliorée en 7 ans. Et les animations manquent d'expression. Les visages des animaux sont cruellement vides. Bon, ils ont des émotions quelquefois, mais c'est pas suffisant pour créer de l'attachement et des émotions avec eux. D'ailleurs, Elliot Newman, le superviseur des animations chez APC, a déclaré dans une interview que c'était voulu, qu'il ne voulait pas que les visages fassent trop cartoonesques pour avoir du réalisme. Tu fais un film sur des animaux qui parlent. Au bout d'un moment, fuck le réalisme. Autant je suis pas d'accord avec Michael J sur de nombreux points, dans ton cas il parle de l'animation du livre de la jungle de Jon Favreau, autant là c'est pile ce qu'il fallait dire pour le Roi Lion. Et bien que divertissant et drôle surtout grâce à Timon et Pumba, bah niveau scénario c'est exactement la même chose mais sans rien ajouter de vraiment utile et que c'est pas nécessaire. Donc quitte à acheter le même film en 4K en meilleure qualité, autant si on doit se taper la même chose, bah, autant acheter l'original directement en 4K hein. Tiens d'ailleurs c'est exactement ce que je pourrais reprocher à La Belle et le Clochard, tiens. Quelle perte de temps ce film. Ouais, clairement on n'est pas loin de La Belle et la Bête de Bill Condon. Et oui, je sais pas par quel miracle ils ont réussi à faire ça. Ça a exactement le même type de réalisation plat avec des plans séquences pas dynamiques, la même colorimétrie terne, les FX qui tournent autour des animaux qui se sentent parfois, mais c'est pas gênant dans une moindre mesure, et ça apporte des modifications qui sont inutiles, genre l'odorat de César. Dans le dessin animé, l'odorat défectueux de César était un gag qui trouvait un développement dans la situation et l'urgence de la situation. Dans le remake, un petit discours express de motivation de joke pour faire un développement de César, et hop, c'est bon. Intérêt? Zéro merci oui. Je suis pas du genre à faire des comparaisons entre un film et son remake, puisque ce sont censés être deux films différents, mais là, comme c'est pas le cas, bah... l'histoire d'amour entre Lady et le Clochard était bien meilleure dans le dessin animé. Cliché, oui, mais plus mignon et plus sous-entendu. Surtout quand ils partagent des réflexions sur la vie, quand ils partagent des sourires, et surtout quand t'as le passage où Lady rentre dans le jeu du clochard pour vendre une babiole à un castor. C'est plus craquant, plus logique, et surtout, ça fait moins forcé. Ouais, clairement le remake fait pas dans la subtilité, préférant enchaîner les dialogues en mode « Ah tiens, en fait, c'est une personne moins bête que je l'aurais cru !» Ou surtout, la grosse faute, c'est la scène qui les rapproche. C'est ça. Oui. C'est pas genre le cliché ultime des comédies romantiques moisies où pouf, les deux personnages ont un accident qui les rapproche physiquement? Mais je vais être honnête, de base, La Belle et le Clochard n'est pas parfait. Il a des clichés, voire des pistes un peu inutiles, comme les chats siamois qui ne sont là que pour une scène et dont on n'entendra plus jamais reparler. Et la séparation forcée entre Lady et le Clochard pour qu'il se rabiboche en moins de 2 minutes parce qu'il y a un rat dans la maison. Après c'est con de faire un remake et pour pas corriger ses défauts, mais on n'est plus à ça près. Et le remake live le plus original, à savoir donc Maléfique, le pouvoir du mal par Joaquin Ronning, s'avère être le projet le plus convenu de toute cette année. Alors ça va être vite fait parce que sinon ça durerait une bonne vingtaine de minutes, mais grossièrement... Le duo Angelina Jolie et Fanning est attachante, surtout comme elle partage une relation sincère et mignonne, surtout quand Maléfique n'arrête pas d'appeler Aurore mocheté, ce qui crée un lien fort entre elles. Angelina Jolie est investie et excellente car tourmentée et enragée. La direction artistique est excellente, surtout avec des bons effets spéciaux et une réflexion sur les couleurs pour que tout soit harmonisé. Voilà, ça c'était les bons points, maintenant passons aux défauts. Une intrigue qui ne prend aucun risque, on crée un nouveau royaume, sauf que du coup l'histoire en devient banale et peu profonde, parce que cette histoire de guerre entre les deux royaumes, le réel qui veut tuer l'imaginaire, bah ça fait redite avec le premier, l'incroyable erreur de dire que Maléfique n'est pas si unique que ça, les nouveaux personnages complètement anecdotiques et oubliables, et la méchante jouée par Michelle Pfeiffer, qui est caricaturale au possible, et commet ses exactions devant tout le monde. Sans déconner, la scène du dîner est à mourir de rire, tant la méchante n'arrête pas d'envoyer des pics à Maléfique sans que personne ne réagisse et trouve ça normal. Et Aurore juste B. Ça veut parler d'écologie, de racisme et de tolérance, mais encore une fois, le premier l'avait déjà fait en mieux et en plus approfondi. Ce qui est ironique puisque le premier était plus original alors que basé sur un dessin animé et qui traitait de thèmes infiniment plus matures que cette suite. Et surtout, un film qui veut montrer des conséquences graves, parce qu'il y a des morts dans l'histoire, hein, pour que tout soit résolu en un sort.
Et c'est dommage un tel gâchis de potentiel, parce que il y avait tellement de possibilités pour cette suite. Genre, faire en sorte que Maléfique devienne vraiment méchante, ou soit inversement, que Aurore veuille tuer Maléfique, raconter leur relation qui se désagrège jusqu'au point de non-retour. Au moins dans Alice de l'autre côté du miroir, qui est exactement dans le même cas de figure qu'ici, c'est-à-dire la suite d'un remake live, bah t'as beau savoir que ça se termine bien, bah c'était pas avant d'avoir développé les personnages et d'avoir créé des enjeux forts. Et je sais pas, mais ça donne l'impression que maintenant chez Disney... que l'on veut plus créer de conséquences graves. Attends, mais c'est exactement le même problème que dans La Reine des Neiges 2. Ouais, la fin de La Reine des Neiges 2, il y a des choses dramatiques qui se passent, il y a des personnages qui disparaissent, mais tout est résolu en un sort. Il y a des nouveaux personnages qui sont oubliables car pas si mis en avant. Il y a des éléments dans l'intrigue qui sont inutiles, comme les chansons trop nombreuses. Dans Le Roi Lion 2019, on s'attarde pas trop sur la mort de Mufasa pour la rendre impactante, on la fuit même. C'est bizarre parce que La Reine des Neiges 2 était quand même sympa, il y avait des plans magnifiques, c'était bien animé, la relation Anna-Elsa qui est quand même forte, la quête d'Elsa qui est intense, on l'a fait drôle, bon ça c'est un petit aparté, mais c'est dans un tout qui s'assume qu'à moitié. Dans ma vidéo, j'ai expliqué qu'il ne fallait pas rejeter automatiquement ces remakes pour plusieurs raisons. Pour résumer, certains remakes méritaient d'exister car ils permettaient de mieux raconter l'histoire d'origine avec un meilleur rythme et d'avoir des thématiques plus modernes et actuelles. Et c'est pour ça que je retiens plus Maléfique, Peter et le Dragon, Cendrillon, Jean-Christophe Ewenny et les soins dalmatiens dans tout ça parce qu'ils apportent quelque chose de plus dans leurs histoires et comment elles sont mises en scène. C'est même des films qui confirment qu'ils peuvent être plus réussis que les originaux, qui sont dits classiques. Je rapprochais le Aladdin 2019 aux soins dalmatiens, car ce sont des remakes fidèles qui ont su s'éloigner un peu de l'original pour y apporter leur vision. Mais qu'est-ce que les autres remakes ont-ils apporté par rapport aux originaux? Le Roi Lion était déjà un bon film, bien rythmé, une bonne histoire avec de bons personnages. Donc pourquoi alors ce remake a-t-il si bien fonctionné? Est-ce parce que le remake était vraiment bon, ou parce que c'était par pure nostalgie? Plutôt la deuxième option. Alors ça se demandait pourquoi ils n'ont pas pris une autre direction, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce qui fait que ça donne un bilan plus que mitigé, plus d'un point de vue artistique que financier. Un bilan plus que mitigé pour ces remakes. Mais tout ça, ça fait comme poser des questions. Cette politique de vouloir rassurer les enfants et de les conforter dans leur bulle protectrice. Ce qui est ironique puisque La Reine des Neiges 2, toute l'histoire tourne autour du fait que le changement est inévitable, que le status quo finit toujours par se briser à un moment donné. Et à la fin, fondamentalement, rien ne change. Soit le message inverse de Rave 2.0. Faudrait savoir. J'ai rien de plus à ajouter sur les remakes live parce que concrètement, c'est une année où Disney ne m'a pas fait plus rêver que ça en fait. En fin de compte, c'est l'année où Disney a pas fait les meilleures productions. Surtout que là, c'est une pente glissante que Disney est en train d'effectuer. Parce que c'est dans leur politique actuelle de pas vouloir brusquer le public. Et quand je dis ça, c'est quelque chose qui a tendance à se confirmer depuis pas mal d'années. Et surtout, je parle du fond et du traitement de leurs films. Je te chante quoi? Tu connais ma chanson préférée. Les dessins animés Disney n'ont plus cette force de vouloir proposer du contenu plus ambigu et plus prise de risque. Bien sûr, je me plains pas d'un très bon Zootopie, qui je pense est la production Disney la plus intelligente depuis de nombreuses années, d'un sympathique mais prévisible Vaiana, et du très chouette conte La Reine des Neiges, et leurs dessins animés actuels restent quand même de bonne facture. Et je dis pas non plus que tous leurs films devraient emprunter une direction sombre et que ça traite de thématiques matures. Disons que ça manque. Ils ne veulent plus que leurs films dérangent, parlent de mort, parlent de thèmes plus controversés, plus de moments flippants et ou traumatisants, même si Zootopie l'a fait dans une moindre mesure. Aujourd'hui, quand on revoit certains films qui nous ont bercés ou accompagnés durant notre enfance, on se rend compte qu'ils avaient une imagerie dérangeante pour des enfants. Mais finalement, ces films nous ont plu parce qu'ils étaient bons, malgré leur scène flippante ou peu adaptées pour notre âge. Parce que ça restera des œuvres qui ont osé, là où Disney maintenant veut faire des contes, de beaux contes, mais sans le danger ou la féerie qui le caractérisait tant. Bien sûr, les temps changent et il faut évoluer, mais cette censure de la part de Disney et leur politique actuelle reste regrettable, tant sur le plan artistique que créatif. Mais cela serait souhaitable d'être bousculé de temps en temps. Parce que c'est ce que la vie est, des montagnes russes d'émotions. Parce que Coco de Lee Unkrich a pu démontrer deux choses. Qu'on pouvait parler de la mort dans un dessin animé, puis qu'effacer toute trace du passé ne permet pas d'avoir du recul sur son histoire et empêche l'avenir de se produire. Et espérons que la mémoire des classiques Disney ne s'efface jamais.
Et en fait, joyeux Noël.